Salut à tous. Je fais cette petite vidéo pour répondre à des questions qu'on m'envoie souvent. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, de rassembler les questions que je reçois régulièrement et d'apprendre aussi un petit peu à se connaître, que je vous explique un petit peu mon parcours très rapidement. Je vais essayer de faire rapide et, euh, et surtout voilà, pouvoir répondre aux questions de manière concise parce que j'ai remarqué que j'avais souvent à la fin des séances les gens qui me demandent certaines choses et voilà, est né le besoin de faire une vidéo pour compiler un petit peu des questions-réponses euh, pour que vous puissiez comprendre un peu comment je fonctionne et d'où ça vient et pourquoi et voilà. Et je l'espère répondre à des questions peut-être que vous vous posez si vous m'avez eu en consultation ou si vous hésitez ou voilà, ou si ça vous intéresse tout simplement. Mes cheveux sont comme d'habitude en train de faire leur vie, hein, on fait pas attention. Je vais regarder à côté parce que j'ai mon écran avec des questions que j'ai compilées de séances ou qu'on m'envoie sur Instagram ou qu'on me pose dans la vie de tous les jours et je note depuis quelques mois, je note pour en faire une vidéo justement et pour pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Alors la première, donc c'est à peu près dans l'ordre, j'ai essayé de regrouper, mais c'est pas voilà. Quel a été le tout premier événement ou ressenti qui t'a fait comprendre que tu avais une sensibilité différente? Euh, alors, le tout premier événement, c'est très difficile de répondre à cette question parce que je me suis toujours senti un peu différent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je pense que le titre de la vidéo, enfin, je pense que je vais faire un titre plutôt clair. Mais je fais des séances de médiumnité, donc médium, ça veut un peu tout et rien dire aujourd'hui, mais c'est des séances où on va à la rencontre de vos guides. Donc je reçois des messages. Euh, on va aller voir ce qui se joue pour vous. S'il y a des problématiques, on va aller voir pourquoi. Il y a du travail énergétique, euh, de la transmission de messages, euh, et voilà, ce genre de choses. Le tout premier événement au ressenti, euh, c'est très très difficile de. J'ai pas vraiment de souvenirs concrets, mais je me suis toujours senti un peu à part, je me suis toujours senti très 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 sensible. Quand j'étais petit, j'ai des souvenirs de la maternelle où je regardais les choses se produire et les enfants autour de moi sans comprendre. Ça n'avait pas beaucoup de sens en fait pour moi, j'avais du mal à comprendre comment ils arrivaient si facilement à rentrer dans une forme de logique que moi j'avais pas du tout. Je trouvais pas ce monde logique. J'avais une façon différente d'appréhender le monde, beaucoup plus émotionnelle. Pour moi, un lien qui était dénué d'amour ou d'empathie, c'était quelque chose de mort, de froid, et du coup, je n'y répondais pas du tout. Donc ça a été un peu compliqué au début, jusqu'au jour où je suis tombé sur une prof de CP qui m'a complètement fait voir les choses autrement parce elle avait compris que, probablement de manière très intuitive, elle avait compris que je fonctionnais par l'émotionnel et par la reliance émotionnelle. Et c'était, enfin je dis c'était, elle est probablement toujours en vie, Madame Salor, euh, mais c'était une maîtresse qui était extrêmement à l'écoute, bienveillante, ferme mais juste. Et donc ça m'a parlé, ça m'a donné envie de lire, d'écrire, et donc j'ai tout le pseudo-retard que j'avais accumulé pendant la maternelle, j'ai rattrapé et j'ai fini par faire des études littéraires. Donc comme quoi. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pas de souvenir précis, mais j'ai toujours eu une impression de sensibilité extrême et de fonctionnement différent, euh, très en lien avec la relation à l'autre. Voilà. Est-ce que ça a été facile à accepter au début ou est-ce que tu as cherché à éteindre cette intuition pendant un moment? Alors ça, c'est une question hyper intéressante. Alors déjà, moi, c'est arrivé assez tard le fait d'avoir de conscientiser que j'avais de l'intuition. C'est arrivé très tard. Je pense que c'est arrivé vers mes, allez, mes 24 ans, 25 ans. Je pense que j'ai commencé à me dire que j'avais de l'intuition. Je pense qu'avant ça, j'en avais bien sûr, mais parce qu'on a tous de l'intuition à des degrés différents.
mais j'avais pas forcément mis de mots dessus. Euh, donc est-ce que ça a été facile à accepter au début? Bah oui, parce que ça s'est fait très progressivement, et puis j'étais déjà adulte, donc je l'ai pas subi comme certains médiums peuvent le vivre dans leur enfance de manière assez traumatisante. Euh, Est-ce que tu as cherché à éteindre cette intuition? Alors non, jamais. Moi, c'est le parcours inverse. Moi, j'ai cherché à ouvrir le plus possible, à ouvrir, 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 parce que j'ai toujours senti que j'avais été privé d'une partie de ce que j'étais quand j'étais petit. Euh, Parce que tous les enfants sont médiums. On dit de 0 à 7 ans. Bon, ça dépend évidemment de la vie et des traumas. Mais généralement, effectivement, à l'entrée dans l'école, avec toutes ces règles et ces codes, donc généralement au primaire, ça a tendance à se refermer. Euh, Moi, comme j'ai réouvert ces portes assez tard, vers la vingtaine, même si j'ai commencé à m'y intéresser vers 18 ans, mais allez, on va dire vraiment activement vers la vingtaine, euh, j'ai voulu ouvrir, déblayer, réaccéder, m'intéresser, comprendre. J'ai beaucoup lu, j'ai vu beaucoup de médiums. Euh, j'ai notamment dans une salle à Paris qui fait des séances de médiumnité en groupe, de contact défunt, etc. Euh, donc non, j'ai jamais eu l'envie d'éteindre. Par contre, récemment, m'est arrivé l'envie de refermer. Mais ceci est une autre question et une autre problématique. Mais juste pour y répondre rapidement, j'ai j'ai, j'ai eu une année 2026 assez particulière et donc j'ai eu envie à certains moments effectivement pas d'éteindre jamais, mais par contre de codifier et de vraiment être dans une structure d'ouverture et de fermeture très claire. Parce que ça commençait à devenir assez lourd, parce que j'ai des perceptions qui se sont ouvertes pas mal. Et, euh, et du coup, dans certaines situations, ça, c'était parfois problématique. Je parlais avec des personnes, j'avais mal au ventre, ou j'avais la tête qui tournait, voilà. J'ai rencontré l'inverse de ce que je voulais faire au début, c'est-à-dire ouvrir, ouvrir, ouvrir. J'ai fini par me dire, ce serait bien en fait de fermer de temps en temps. Ça fait partie de mon apprentissage, c'était vraiment très important dans mon évolution, de comprendre qu'en fait, oui, ouvrir, mais pas à tout prix, et pas tout le temps, et pas dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre. Comment tes proches, tes amis ont réagi quand tu as commencé à parler de médiumnité? Oui, parce que j'ai souvent des gens qui ont du mal à en parler autour d'eux ou qui se sentent pas acceptés ou compris et qui se sentent marginalisés. Alors moi, vraiment, c'est la chance de la vie, hein, du parcours. Je suis entouré de gens qui sont pas forcément dans ça, mais qui en tout cas sont sur leur propre chemin spirituel. Je travaille dans un environnement qui est spirituel, je suis entouré d'amis qui sont spirituels, même dans mon couple il y a de la spiritualité, donc moi c'est très très naturel, ma mère est spirituelle, donc ça a été très facile pour moi, très 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 fluide là-dessus. Mais je comprends le conseil que je pourrais donner pour ceux qui sont en galère par rapport à ça ou qui ne se sentent pas compris. Bon, généralement, quand on se met sur le chemin de la spiritualité, la vie nous amène des gens qui sont sur ce chemin-là, très très souvent. Et si vos amis ou les gens qui vous entourent ne comprennent pas, bah moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller faire des ateliers, d'aller faire des découvertes, des formations qui vont vous mettre en lien avec des gens qui sont sur le même parcours que vous, parce que c'est vrai que ça peut vous freiner. Euh, Si vous êtes en pleine expansion spirituelle et que vous êtes entouré de gens qui banalisent ou qui se foutent de votre gueule, c'est pas terrible, quoi. D'abord pour vous, c'est pas terrible. Donc je vous conseille d'aller dans des environnements propices à ça, tout simplement, et de vous relier avec les gens qui sont sur place. Ça va vous aider. Euh, ok, alors attendez, je fais un peu le tri pour aller à l'essentiel. Alors, il y en a une quand même qu'on m'a envoyée que j'aimais bien. Quelle est la plus grande idée reçue sur la médiumnité que tu aimerais détruire? Le plus grand mythe. Oui, parce que les gens que j'ai en séance, souvent, je pense, sont assez surpris de ma manière de procéder. Moi, j'aime les choses simples, j'aime les choses nature, j'aime les choses terre à terre.
Je suis pas un grand fan. Dans certains protocoles, dans des cérémonies, etc., le protocole, justement, comment on appelle ça? L'apparat est important parce que ça crée une énergie, ça crée un espace. Mais moi, dans mes séances, j'aime les choses simples. Ça n'empêche pas que j'ai mes petits trucs, hein. J'ai mes petits bibelots, mes petits objets, ma petite bougie. J'ai une petite carte à la fin. Mais je pense que plus on est dans de la simplicité, plus le message il passe bien et plus c'est utile surtout. Moi, mon but, c'est d'être utile. Donc, l'idée reçue que je dirais en numéro un, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en transe pour être médium, il n'y a pas besoin de se faire incorporer, euh, il n'y a pas besoin de canaliser la Vierge Marie. Ça existe, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, et tout a sa place, bien sûr. Il y a des gens qui font ça de manière très puissante et très pertinente, mais il y a aussi des gens qui canalisent et qui sont médiums de manière extrêmement simple, juste par des ressentis. Euh, Et parfois des ressentis même juste corporels, ça n'a même pas besoin d'être visuel, ça n'a pas besoin d'être... Donc la grande idée reçue, je dirais qu'il faut sortir de l'image de Madame Irma avec sa boule de cristal, vraiment, parce que c'est encore quelque chose de très très tenace, surtout en France, et aller vers quelque chose de simple. Moi je vous dirais, aller vers des gens où vous sentez qu'il y a une connexion simple, qui sont dans une forme de vérité, qui n'essaient pas de vous faire croire qu'ils sont parfaits, qui n'essaient pas de vous faire croire qu'ils ont les réponses à tout. Euh, Moi, si la réponse on me la donne pas, j'ai pas la réponse, hein, et je vais pas vous l'inventer pour vous faire plaisir. Donc, donc voilà, je pense que l'avenir de la médiumnité, c'est d'arriver à quelque chose de beaucoup plus simple euh, et de se rendre compte qu'en fait, on a tous une forme de médiumnité, mais qui nous appartient, qui passe par le canal qui nous correspond nous. Euh, et je pense que ça peut faire beaucoup de bien à la profession et surtout aux gens de manière générale, parce que moi, les gens que j'ai par exemple en atelier, et ben souvent ils se rendent compte qu'ils ont une forme de médiumnité, mais qui est vraiment propre à eux. Ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par l'artistique, ça peut passer par la reliance aux arbres, ça peut passer par beaucoup de choses. Donc la médiumnité, c'est pas un seul truc très 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 codifié et très impressionnant. Souvent, c'est pas impressionnant du tout la médiumnité. Ok. Alors, j'avance un peu. Comment ça marche? Concrètement, sous quelle forme reçois-tu les informations? Images, mots, sensations physiques, émotions. Euh, alors moi personnellement, on fonctionne tous différemment. Il y a autant de médiums que d'êtres humains, donc on a tous des variations. Mais moi personnellement, ça peut passer un peu partout. Euh, Après, historiquement, j'étais beaucoup moins dans la clairaudience, donc le fait d'entendre. Mais en fait, si, en fait, ça arrive parfois dans les séances que j'entende des mots, de plus en plus même. Alors, je vais pas les entendre d'une voix extérieure. Ça va prendre ma voix comme si vous lisiez, que vous entendiez la voix de votre mental. Mais par contre, la manière dont ça arrive, le côté soudain, je sais que c'est pas moi surtout souvent ça m'arrive quand je suis en train de parler à la personne. Donc je sais que c'est pas moi qui m'envoie ce mot mental. Et sinon, oui, images, je suis assez visuel, donc je vais avoir des images. Euh, Souvent, c'est un petit mélange, de plus en plus d'ailleurs. Au début, c'était très compartimenté. C'était soit l'image, soit le mot. Ça me fait rire parce que je pense que j'étais un peu dans le contrôle en fait. Donc j'avais besoin de choses claires pour être sûr de ce que je dis. Euh, et en fait, à mesure que je me détends le slip, je pense que il y a quelque chose d'un peu plus fluide et d'un peu plus subtil aussi. Donc c'est un mélange parfois d'émotionnel, beaucoup corporel. Moi, je suis très corporel, donc je vais avoir j'ai toute une symbolique avec mes guides en fonction de là où ils me font ressentir certaines choses dans mon corps à moi. Je vais savoir chez la personne ce qui se passe. Donc par exemple, typiquement, les jambes qui représentent chez moi, dans mon lien à mes guides, les parents. Bah, si ça me tape dans le genou, ça va pas être la même symbolique que si ça me tape dans le talon ou dans le mollet ou voilà, où je peux sentir des choses près de mon oreille ou dans le dos et tout ça a une symbolique. Voilà.
qui se mélange aussi à du décodage corporel, parce que chaque partie du corps a une symbolique de toute manière. Donc voilà, c'est un petit mélange. Je peux avoir des odeurs aussi, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu une séance il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, où j'avais une odeur de produits chimiques très très forte. Voilà, c'est rare, mais ça arrive. Et si vous venez en atelier, vous verrez qu'on a tous nos canaux de prédilection. Et on ira tester ensemble quels sont les vôtres. Sensation physique, émotion, oui. Émotion, oui, ça m'est déjà arrivé. Alors c'est très rare, pareil, parce que j'ai une sorte de distance émotionnelle lorsque je fais ma séance, qui m'aide à faire ma séance et à faire mon travail. Mais ça peut m'arriver, surtout si c'est des problématiques qui résonnent chez moi. Pas tant sur ma vie actuelle, mais sur mon karmique. Ou sur mon... Ouais, non, vraiment sur mon karmique. Donc sur mes vies passées. Si ça résonne très très fort ou que c'est quelque chose que je ne suis pas encore allé voir chez moi, ça peut m'arriver de pleurer avec la personne. Ça m'est arrivé 2 fois dans toute ma vie. C'est pas très agréable parce que du coup on est complètement absorbé et je peux plus bosser. Je suis obligé de faire une pause. Donc c'est pas pro, enfin voilà, moi j'aime pas ça. Mais sinon, oui, je peux avoir des émotions, mais c'est des émotions que je vais sentir assez lointaines. Quand je suis en séance, j'ai une forme de détachement euh, qui est très protecteur d'une certaine manière, heureusement. Y a-t-il des sujets que tu refuses catégoriquement d'aborder en séance? Non, non, j'ai aucun tabou. Par contre, si la personne en a, bah évidemment, elle me les communique. Après, généralement, si les guides m'envoient l'information, c'est que c'est pertinent pour la personne. Donc, euh, ça m'est jamais, je suis en train de réfléchir, je crois que ça m'est jamais arrivé en séance qu'on ouvre un dossier, que les guides veulent aller quelque part et que ça ne se fasse pas. J'ai eu une fois une séance où je pense que ça a beaucoup secoué la personne, c'était vers les débuts, et qui n'est jamais revenu me voir. Mais si ça s'est ouvert ce jour-là, c'est qu'il fallait aller le voir. Moi, j'ai une confiance folle et absolue en mes guides. Donc je sais que si on ouvre le dossier, en fait, il ne me l'enverrait pas si c'était pas bon pour la personne ou si c'était trop prématuré. Donc je n'ai jamais eu ce cas-là. Et moi, personnellement, j'ai aucun sujet. Alors là, vraiment, on peut y aller. Hein. J'ai tout vu, tout entendu. Dans ce boulot-là et dans d'autres par le passé. Est-ce que ta médiumnité est allumée H24 ou est-ce que tu peux couper le canal quand tu fais tes courses ou quand tu es entre amis? Alors c'est une très bonne question parce que moi j'avais pas du tout ce problème-là avant, vu que comme je vous l'ai expliqué, je voulais ouvrir et ouvrir encore. Donc pour moi, je pouvais pas atteindre un niveau où, enfin c'est pas atteindre un niveau, mais je pouvais pas atteindre un stade où ça pourrait être problématique pour moi d'être trop connecté. Et en fait, ça m'est arrivé cette année pour plein de raisons différentes. Ça veut pas dire que je suis un médium incroyable et extrêmement, pas du tout, hein, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais il s'est avéré que cette année, il y a des moments où j'étais trop ouvert. Et, euh, et du coup, pour plein de raisons, pour des raisons personnelles, pour des raisons de vie karmique qui revenaient à la surface, pour plein de raisons. Et du coup, pardon, je me suis perdu, c'était quoi? Est-ce que la médiumnité est allumée H24? Non, pas du tout. Euh, Souvent, ma médiumnité, elle est allumée les derniers moments de ma nuit, donc le matin, quand je suis pas encore réveillé. Souvent, c'est là où j'ai le plus de messages pour moi, et parfois pour les autres. Sinon, pendant la nuit, ça peut m'arriver dans certaines phases, mais la plupart du temps, c'est des rêves complètement what the fuck. Et sinon, non, elle n'est pas allumée. Par contre, ça peut m'arriver si j'ai quelqu'un qui s'assoit juste à côté de moi et qui a beaucoup d'entités autour de lui ou qui a des gros bagages. Ou qui a une... Ça m'est arrivé l'autre fois au cinéma, c'était pas du tout agréable. Surtout que j'étais pas tout seul, j'étais avec mon cousin et bon, j'en parle pas pour pas faire chier les gens parce que voilà, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est trop sensible et qui est tout le temps en train de dire ah, je ressens un tel, une telle. Bon, ça peut être très très lourd, donc j'essaie de pas tomber là-dedans. Mais ça a été un peu compliqué parce que je me suis mis à avoir la tête qui tournait et j'ai senti que c'était la personne qui était à ma droite
Et je pense qu'il y avait une personne qui était morte dans son entourage et qui essayait de lui faire passer un message. Et le souci, c'est que parfois, alors pas tout le temps, je pense que j'étais aussi dans une période où j'étais fatigué, d'où l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie, d'où l'importance d'avoir un bon ancrage. Mais en fait, la personne, si elle a un message à passer, elle va insister et elle va aller rameuter tout le village. Donc dès qu'elle va sentir qu'il y a une personne qui a une ouverture, elle va y aller. C'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est pas allumé tout le temps, mais parfois ça s'allume sans que je le veuille. Mais c'est rare, franchement c'est rare. Si je suis pas fatigué, que je suis bien ancré, euh, que je suis pas en train de traverser un apprentissage karmique avec mes guides, généralement ça se passe bien. Euh, et est-ce que je peux couper le canal? Bah oui, du coup oui, il se coupe tout seul. Moi de toute façon c'est très codifié maintenant. J'ouvre les choses avant une séance et je referme. Oui, je referme. Je referme en remerciant, je referme à la fin d'une séance, ne serait-ce que par protection énergétique. Voilà, maintenant ça fluctue. C'est pas parce qu'on est médium qu'on n'est pas en travail sur soi-même aussi. Et c'est pas parce qu'on est praticien ou thérapeute ou qu'on n'est pas en train de bosser nous-mêmes nos épreuves. Et cette année est particulièrement riche en épreuves et en apprentissage, donc il y a des moments où je bosse moi-même, donc je galère comme vous. Bah voilà, ça suit un petit peu au niveau de l'hygiène énergétique, comment tu te prépares avant une séance lourde et comment tu te décharges pour ne pas garder les énergies résiduelles. Donc comment je me prépare avant une séance lourde? Euh, alors, il n'y a pas de préparation spéciale séance lourde parce que je ne sais jamais ce que je vais avoir. Donc il y a juste une préparation qui est mes petits objets. Donc ça c'est des objets qui vous parlent, hein. Ça pareil, on en parle en atelier. Donc les petits objets, j'ai un petit protocole. Je demande toujours protection de mes guides. J'ai certains repères là-haut qui me parlent et qui me protègent. Euh, j'ai des petites pierres où je peux me décharger. Alors, j'ai une pierre qui me permet de m'ancrer, parce que ça peut m'arriver pendant une séance d'aller trop loin. Et j'ai une pierre qui me permet pas de m'ouvrir, mais de me recentrer énergétiquement. Euh, voilà, donc ça peut m'aider avant et pendant. Et comment je me décharge? Alors, j'ai plutôt plusieurs protocoles. Ça va dépendre de la séance pour le coup. Je vais sentir si j'ai un besoin particulier de me décharger plus, davantage plutôt que dans une autre séance. Euh, Bien couper, remercier. Si c'est très intense, douche énergétique, visualisation de douche énergétique. Donc un petit temps de pause, on atterrit, on se douche énergétiquement, on visualise une lumière qui nous nettoie de la tête aux pieds. Se laver les mains, moi c'est le truc qui m'aide énormément, que j'ai hérité de ma pratique de ma sœur. Se laver les mains, visualiser que toute l'énergie qui ne nous appartient pas, toute l'énergie résiduelle part dans l'eau. Et si vraiment gros truc, alors ça m'est jamais arrivé en séance, mais ça m'est arrivé une fois où j'ai ouvert dans un contexte de bar à ne jamais faire. J'étais avec des amis. J'ai 350 trucs qui se sont collés à moi. Je crois que ça ne m'était jamais arrivé. Et donc là, dans ces cas-là, c'est vraiment Palo Santo ou sauge et douche physique. Vraiment se doucher et visualiser que, pareil, que toutes les énergies partent. La prière, ancrage, visualisation des racines dans le sol. Et après, j'ai des petits objets qui me permettent de me nettoyer, comme les CEF par exemple, les correcteurs d'état fonctionnel. Euh, voilà. Venez en atelier si vous voulez avoir des petits tips sur la protection. L'erreur ou le doute. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper ou de ne rien ressentir du tout pendant une consultation? Comment gères-tu cela? Alors, ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois tout de suite, ça ne m'est jamais arrivé de ne rien ressentir pendant une consultation. Ça m'est jamais arrivé. Je suis désolé, je regarde là parce que j'ai le retour cadrage, mais je sais que la caméra est ici, mais voilà. Euh, donc ça m'est jamais arrivé de ne rien ressentir du tout. Par contre, est-ce que ça m'est déjà arrivé de me tromper? Oui, bien sûr. Bien sûr, surtout au début. Euh,
Alors, quand je me trompe, il y a plusieurs scénarios. Si je me trompe, c'est soit que j'ai pas compris ce que les guides me disaient, donc ça peut arriver, hein, on n'est pas infaillible, hein. Je peux très bien ne pas comprendre, et d'ailleurs souvent je le dis à la personne. Souvent je vais dire ce que je vois, et parfois je comprends à rien, mais rien, parce que c'est très codifié, parce que peut-être que ça doit évoquer quelque chose chez la personne, mais que la personne sur l'instant T, elle comprend pas, parce qu'elle se souvient pas. Ou peut-être parce que je suis fatigué et que je projette avec mon mental, que j'ai une pensée parasite. Enfin, bien sûr, ça peut arriver. Maintenant, récemment, ce qui peut se jouer aussi souvent, c'est que la personne. Alors, j'ai remarqué souvent que c'était ça avec les parents ou les membres de la famille, mais souvent les parents. Euh, Ce que moi je vais voir de la personne, du père, de la mère, peu importe, va pas forcément correspondre à ce que la personne a vu toute son enfance, par exemple, ou ce qu'elle a vu en grandissant. Et du coup, bah, ça peut être un peu compliqué parce que moi, ce que je vois, c'est pas l'aspect physique, c'est pas le masque de la personne. Et on peut me montrer le masque de la personne, mais souvent, ce à quoi je vais avoir accès en premier, c'est ce que la personne est dans son intimité, dans son être profond. Et parfois, ça colle pas du tout avec ce que la personne a vu, même toute sa vie. Parce que le père, il a un masque, la mère, elle a un masque, et qu'en fait, dans l'intimité, bah, c'est pas ça. En fait, on a l'impression d'avoir un parent très rigide, et en fait, le parent, il est hyper artiste, où il a qu'une envie, c'est de voyager, mais il l'exprime pas. Par souci éducatif, par plein de, voilà, de manières différentes. Donc, tout ça pour dire aussi qu'il y a se tromper, il y a aussi parfois avoir l'info, et avoir la confiance suffisante pour se dire je vais tenir l'info parce que je c'est juste un prisme que la personne n'avait pas. Euh, voilà. Et comment je gère ça? Alors au début c'était très compliqué quand je me trompais parce qu'évidemment la confiance s'écroule et la confiance sans médiumnité c'est tout. La confiance, euh, l'amour, être sur une vibration élevée de joie, de confiance en fait, hein, tout ça est très synonyme. Pareil, si vous venez en atelier, on apprend tout ça, à comprendre tout ça. Euh, que lorsqu'elle est brisée, c'est assez compliqué. Parce que votre mental, il s'insinue, il vous dit, tu vois, en fait, tu sais pas faire, aujourd'hui, t'as pas l'ouverture. Le doute, en fait, arrive très très vite. Et le doute, c'est l'inverse de la confiance. Donc, ça vous ferme le canal. Et donc, c'est un cercle vicieux, parce que plus vous doutez, plus votre canal se ferme, moins vous avez l'info. Donc, avec le temps et l'expérience, on arrive à souffler, passer à autre chose, c'est pas grave, j'ai le droit de me tromper, et on ouvre autre chose, et on retombe sur ses pattes. Maintenant, c'est quelque chose, je pense, je sais pas si ça partira un jour. Il y a toujours cette petite peur, moi, c'est toujours avant une séance. J'ai toujours ce truc de me dire, aujourd'hui, je vais peut-être pas y arriver. Parce qu'en fait, je contrôle pas. C'est pas moi qui fournis l'information, je ne la génère pas. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir là-dessus, pour ne pas dire aucun. À part être en état de réception, il y a quand même un minimum de, bien sûr, de choses qu'on peut faire, mais euh, et et c'est de l'inconnu total, contrairement à une discipline où si vous êtes formé à l'ébénisterie, bah, vous savez faire un meuble. La médiumnité, vous savez jamais avant. Vous vous dites bon bah il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça ne marche pas, mais si ça marche pas, bah ça marche pas. Et vous pouvez pas retomber sur vos pattes par le mental ou par le corps. Donc, même si en vrai, si, vous pouvez. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a toujours cette petite peur, et je pense que cette peur, elle est là pour une raison aussi. Ça permet d'avoir un enjeu, ça montre qu'on veut bien faire les choses. Moi, je pense qu'un médium qui n'a plus aucune crainte, enfin, c'est pas une crainte, mais après, si la médiumnité est vraiment très très forte depuis l'enfance, si, il peut y avoir une telle confiance que, bien sûr, il peut ne pas y avoir de doute du tout. Mais si c'est pas le cas, comme moi, mon parcours, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal de douter un peu avant une séance. Mais généralement, ça s'évanouit très vite parce que mes guides arrivent et m'envoient de l'énergie. Et les guides, c'est une telle énergie d'amour et de confiance. Et c'est tellement fluide que très vite, les peurs du mental s'évanouissent.
petite coupure, le temps de faire une séance, et je continue les questions. Alors, comment gères-tu la dualité entre le monde très subtil de la médiumnité et les réalités concrètes de la vie quotidienne? Comment je gère la dualité entre le monde très subtil? En fait, j'ai des petites techniques. Euh, Bon, naturellement, quand je fais une séance, là c'est le cas par exemple, je viens de finir une séance, je n'ai qu'une envie, c'est manger, revenir à des choses qui sont complètement opposées et éloignées de la médiumnité. Manger, faire du sport, même si j'ai pas forcément envie de faire du sport, mais j'en ai besoin, mais j'en ai pas forcément envie, parce que généralement, quand on est dans la médiumnité, on est plutôt dans du yin, dans des énergies yin, d'accueil. Et du coup, on n'a pas forcément envie d'être dans du truc, voilà. Mais par contre, moi, c'est ma routine. C'est très très important pour moi, le sport. Ça me permet de m'ancrer, ça me permet de couper, ça me permet de revenir à la vie de tous les jours. Manger, c'est pareil, c'est hyper utile. Généralement, j'ai vraiment faim après une séance. Euh, voilà, donc ça m'aide à gérer cette dualité. Et après, sur un autre plan, j'ai la chance dans ma vie de tous les jours d'avoir quand même, de par ce que je fais, de par les gens qui sont autour de moi, d'avoir quand même beaucoup oui, de relations, enfin d'échanges profonds. Donc en fait, ça se fait de manière assez fluide. J'ai pas une double vie comme j'ai pu avoir à un moment où je bossais dans le recouvrement bancaire et où là, voilà, c'était vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Ça se rejoint un peu. Quels sont tes outils ou activités de prédilection pour te reconnecter à ton corps et au sol quand le mental ou le subtil prennent trop de place? Manger, sport, méditation, d'ancrage, de pleine présence, pleine conscience, et aller faire du shopping, aller faire des trucs vraiment de la vie de tous les jours ultra lambda, les trucs les plus lambda possibles. Après, ça dépend de chaque personne, on est tous un peu différents là-dessus, mais en fait, le mental et le subtil prennent rarement trop de place. Le mental, oui, mais le subtil prend rarement trop de place. Donc, mais quand ça arrive, ou par exemple, si vraiment je sens que c'est un peu trop pour équilibrer sport et manger. Et généralement, ça marche bien. Et après, tranquille, télé, chez soi. Moi, j'ai des chiens, donc ça m'aide beaucoup. C'est très terrien, les chiens. Euh, la séance la plus marquante, sans citer de nom, quelle est la consultation qui t'a le plus bouleversé ou profondément changé? La séance la plus marquante. Alors, il faut savoir quelque chose que les gens savent quand ils prennent des séances avec moi, c'est que j'ai des amnésies très profondes de séances, mais vraiment assez dingues, au point de parfois de même pas reconnaître des gens qui sont venus me voir en séance. C'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé une fois. Euh, c'est une bonne chose dans un sens, parce que du coup, je ne trimballe pas tous les traumas et toutes les histoires de tout le monde. Ça me permet aussi d'assurer une confidentialité totale, hein, vu que d'habitude, en temps normal, je ne me souviens pas de ce que je fais. Dans les séances, hein, je précise, parce qu'en dehors de ça, j'ai une très bonne mémoire. Celle qui m'a le plus bouleversé, j'ai quand même des petites bribes, je pense. Alors, une séance qui m'aurait vraiment bouleversé. Oui, mais ça va pas être des séances. Ça va être des séances en fait qui vont bouleverser parce que ça va répondre à un vécu commun que j'ai, souvent karmique. Moi, tout ce qui est, on va aller voir des vies dans les camps de concentration ou des choses comme ça, c'est très 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 touchy pour moi. Mais sinon, j'ai pas une séance en particulier, ou alors je pense que j'ai oublié. J'ai pas une séance en particulier, elles sont toutes
très marquantes pour des raisons différentes. Euh, voilà, j'en ai pas une qui me vient, malheureusement. Je suis la pire personne à qui poser cette question. As-tu déjà eu en consultation une personne complètement fermée ou sceptique qui a changé d'avis en cours de séance? Oui, ça m'est arrivé une fois. Complètement... Oui, si. Si, complètement sceptique, ouais. Ouais, ça m'est arrivé une fois, c'était un homme, hein, bah, comme souvent, euh, qui est venu sur les conseils de sa femme et qui s'est installé en me disant, bon voilà, et par contre très gentil, mais moi à partir du moment où la personne est respectueuse et... Alors, c'est sûr que c'est pas ce que je préfère faire, hein. Les personnes sceptiques, c'est pas hyper kiffant, parce que tu sens énergétiquement qu'il faut ouvrir, quoi. Enfin, moi, je m'en fous que les gens soient sceptiques. C'est juste une question d'à quel point ils sont ouverts à l'idée que ça puisse exister et à quel point ils sont de bonne foi. Parce qu'il y a sceptique, il y a mauvaise foi. Alors parfois ça va ensemble, mais il n'y a rien de pire que quelqu'un à qui tu donnes une information et qui, parce qu'il ne veut pas que tu aies raison, va aller dans de la mauvaise foi. Ça, je déteste. Ça m'est jamais vraiment arrivé, je crois pas. Je n'ai pas le souvenir en tout cas. Mais ça, c'est horrible. C'est horrible. Euh, mais oui, j'ai une personne qui était fermée, qui m'a dit dès le début, écoutez, moi, j'y crois pas trop, voire pas du tout, mais ma femme a adoré sa séance, elle voulait à tout prix que je vienne pour travailler sur moi. Et en fait, au bout de 5 minutes, il a pleuré. Donc, voilà. Généralement, les guides, ils savent un où appuyer. Donc, ça s'est fait très facilement et très vite. Et après, une fois que la porte émotionnelle est ouverte, bah, en fait, ils voient que tu es là pour eux et que t'es de bonne foi et que le but, c'est pas de les escroquer ou de, je sais pas, enfin, d'être un charlatan. Donc, donc voilà, ça s'est super bien passé. Quelle est la synchronicité ou le signe le plus évident que tu aies reçu dans ta propre vie? Oula, il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Alors, le signe de quoi? Ça dépend. Est-ce qu'on parle de signe de vie après la mort? Est-ce qu'on parle de signe de l'énergie existe? Est-ce qu'on parle de... Il y a beaucoup de choses. Synchronicité ou signe. Le truc le plus marquant probablement qui m'est arrivé, ben moi il m'est arrivé beaucoup de choses, on m'a déjà touché, une entité m'a déjà, enfin je ne devrais pas dire une entité, une présence, une âme m'a déjà touché, ce que je déteste. J'ai déjà... Ouais, c'est compliqué, il y a tellement de choses. Moi l'épreuve c'est en séance tout le temps. Maintenant, le truc le plus marquant je pense quand même que c'est quand j'habitais chez ma mère. J'ai un matin, j'étais ami avec une femme, une jeune femme, qui avait des problèmes de décorporation, qui était d'origine traumatique. Donc elle sortait spontanément de son corps en journée, enfin c'était très très compliqué. Bref, je vous passe ces détails. Et en fait un matin, moi j'avais pas de souvenirs, mais la nuit évidemment on voyage, on bouge, on explore, généralement. Et en fait un matin, j'ai été réveillé par quelqu'un qui a hurlé mon nom. Et donc donc ça m'a réveillé en sursaut. Je pouvais dire à quel endroit précisément de la pièce, à 30 cm près, à quelle hauteur, quelle voix. C'est comme si là je vous appelais et je criais votre nom. Surtout qu'il était quand même assez tard, donc j'étais dans une phase de pseudo-réveil. Et donc immédiatement, la première pensée, c'est que j'ai cru que c'était ma mère, donc je réponds. Et je me suis rendu compte que ma mère était sous la douche, donc c'était absolument pas possible. Et de toute manière, c'était pas la voix de ma mère. Et en fait, j'ai compris le soir même, parce que le soir même, cette jeune femme, avec qui j'étais en lien, mais plutôt distant, m'a appelé. Et le pire, c'est que ça a décroché tout seul, parce que c'était une époque où je faisais des séances avec une oreillette Bluetooth, je parle de ça il y a des années, hein.
Je faisais des séances de médiumnité slash voyance sur une plateforme. Et, euh, et elle m'a appelé. J'étais en train de ranger, j'avais fini ma journée et ça a décroché tout seul. Ça ne me l'a jamais fait et ça ne me l'a plus jamais refait. Donc j'ai juste entendu un allô et j'ai pas compris, j'étais pas près de mon portable donc j'ai rien compris. Et elle m'a expliqué qu'elle avait hésité avant de m'appeler, mais que sur les conseils d'une amie, elle m'avait appelé parce que elle m'a dit, il t'est rien arrivé de bizarre cette nuit? Alors je lui ai dit, bah écoute, non, moi j'avais zappé l'histoire. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc très bizarre qui se passe en médiumnité et en spiritualité, c'est que souvent quand il se passe des trucs de dingue, genre quelqu'un qui voit un défunt avec ses yeux ou qui, voilà, le cerveau rationnel prend le dessus et soit va oublier l'information, soit va la ranger dans une case. Il y a un truc un peu bizarre de, à la fois c'est le cerveau rationnel et en même temps, comme c'est sur un autre plan et que cet autre plan il nous est très naturel contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet autre plan il est bien plus naturel que le plan physique en fait, parce que de l'autre côté c'est la maison. Il y a comme quelque chose de normal et c'est pour ça que les enfants souvent soit on n'a pas de souvenir quand on est enfant de choses qu'on a vues, soit les enfants, pour eux, c'est du banal de voir un grand-père, de voir. Enfin, c'est vraiment très banal, mais parce que c'est banal. On en a fait quelque chose d'anormal, mais c'est banal. Et, euh, et donc j'avais oublié l'info. Et donc elle me dit, est-ce qu'il t'est arrivé un truc cette nuit? Je lui dis non. Et elle me dit, bah en fait, cette nuit, on voyageait ensemble. Je suis arrivé dans ta chambre. Elle m'a décrit ma chambre, qui était une chambre très particulière, en plus avec une configuration très particulière, la fenêtre était très particulière, le lit était placé à un endroit particulier, etc. Elle m'a décrit toute ma chambre et elle m'a dit, en fait j'ai eu hyper peur parce que on m'a sorti, enfin moi j'ai dû réintégrer mon corps probablement, mon corps physique, et en fait elle s'est sentie tirée vers l'arrière, probablement pour réintégrer le sien, via ce qu'on appelle la corde d'argent, bref je ne vais pas rentrer dans le détail. Et, euh, et en fait, elle a eu hyper peur et elle a crié mon nom. Et elle m'a dit, j'étais sur le seuil de ta porte. Et je lui ai dit, putain, mais c'était toi. Et j'ai reconnu sa voix quand elle m'a parlé. Je me suis dit, mais oui, c'est cette voix que j'ai entendue. Voilà, c'est le truc. Surtout que c'était il y a des années, c'était encore. Bon, j'étais déjà dans la médiumnité, mais c'était encore un peu les débuts. C'est vraiment le premier truc que je me suis dit, waouh, c'est costaud quand même. C'est le nombre de choses qu'on ne sait pas et qu'on ignore. C'est un truc de fou, vraiment. Ok, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai quelques autres. Quelle est la différence entre l'intuition que tout le monde possède et la médiumnité? Quelle est la différence? Alors l'intuition, c'est vraiment quelque chose de très fugace et de très instantané. Mais en même temps, la médiumnité aussi. Je dirais que la, pardon. Je dirais que la médiumnité, c'est une extension de l'intuition. Et que la médiumnité, elle est vraiment... l'objectif, c'est vraiment d'aider l'autre. Pour moi, hein, selon moi, ma définition de la médiumnité, le but, c'est de transmettre quand même quelque chose. Un message, d'aider, d'apaiser. L'intuition, c'est pas ça le but. L'intuition, c'est de recevoir une info à un moment T, peu importe la forme que l'info prend. Donc l'intuition pour moi est beaucoup plus fugace et ça fait partie du même vocabulaire, c'est dans la même famille, mais ça n'a pas la même vocation pour moi, en tout cas dans ma définition. Quel exercice simple ou prise de conscience recommandes-tu à quelqu'un qui souhaite écouter davantage son intuition au quotidien? Écouter son intuition au quotidien. Le premier truc, l'ennemi de l'intuition, c'est le mental. Donc le premier truc, c'est de réussir à trouver une manière, votre manière à vous, ça peut être plein de choses, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses, de calmer votre mental, de calmer le flot de pensée continue, le hamster dans la roue, qui vous envoie et vous décharge en permanence comme un égout toutes les infos. Ça m'arrive, hein, je ne suis pas Bouddha, donc ça m'arrive très souvent. Et il y a même des fois où je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai un nom qui me vient, ou j'ai
Et c'est le plus difficile dans le travail de médiumnité, c'est de faire le tri. Pas forcément pendant la... Enfin, moi, je galère moins pendant la séance qu'en dehors des séances. Où là, c'est compliqué parfois de savoir si c'est une info qui nous a envoyé, si c'est... Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire preuve d'une grande lucidité. Et quand vous avez une info, essayez de vous dire, ok, qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai cette info? Est-ce que j'ai vu une pub? Est-ce que on m'en a parlé? Est-ce que j'ai regardé une vidéo? Est-ce que j'ai entendu une musique? Si la réponse est non à toutes ces questions, bon, on peut se poser la question, on peut se dire qu'éventuellement il y a quelque chose, mais précaution, précaution parce que faut pas être dans de l'aveuglement non plus. Et en même temps, il faut faire confiance. C'est un mince équilibre. Le médium, c'est vraiment c'est marcher sur un fil. Hein. Et d'un côté, vous avez la folie, et de l'autre côté, vous avez le scepticisme. Et voilà, donc démerdez-vous avec ça. C'est pas toujours simple. Mais ouais, des exercices, le meilleur, c'est la méditation. Il n'y a pas à chier. La méditation ou la contemplation, mais ça revient à la même chose. La respiration, ça revient à la même chose. Toutes les pratiques de retour à soi, dans le silence et dans le calme. Voilà. Et là, vous allez avoir un mental un peu plus clair et du coup, vous allez pouvoir recevoir les infos de manière un peu plus claire. Sans vouloir les recevoir, pareil, parce que le vouloir, c'est le mental. Mais encore une fois, venez en atelier et on apprend tout ça. Un message pour les personnes qui traversent actuellement une période de doute ou de transition dans leur vie. On est tous dans le même bateau, surtout 2026. On est tous dans le même bateau. C'est pas parce que c'est le bordel qu'on vous a abandonné. Le bordel, il est utile, il est créateur, il est nécessaire. Vraiment, vraiment. À ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de bordel et que vous puissiez faire la part des choses. S'il y a un bordel, c'est qu'il y a un rebattage des cartes. Et s'il y a un rebattage des cartes, c'est qu'il y a des choses à changer, c'est qu'il y a une évolution en cours. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai, même si c'est pas confortable parce que l'être humain aime le contrôle. Donc le message que je vous donnerais, c'est accrochez-vous, essayez de comprendre ce qu'on vous dit. Voilà, parce que le but, c'est d'acquérir de la conscience dans toutes les épreuves de vie. Le but, c'est ça. C'est d'acquérir, d'évoluer en conscience. Donc, essayez de comprendre le message. Peut-être que le message, c'est je dois m'aimer davantage. Peut-être que le message, c'est je dois arrêter d'ignorer mes ressentis. Peut-être que c'est je mérite mieux. Peut-être que c'est je sais pas. Mais en tout cas, essayez de comprendre ce qui se joue pour accélérer un peu le process, parce que ce process, il n'est pas là par hasard. Et vous pouvez gagner du temps en essayant de comprendre et d'être proactif. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de se dire, ok, je pense que la vie veut me mener par là, bah allons-y. Allons-y. Faisons confiance, allons-y. Parce que de toute façon, on y est. Voilà, je crois que je suis arrivé à la fin. Yes, je suis arrivé à la fin. Voilà les amis, bah, j'espère que ça a pu répondre à certaines questions. Je ferai peut-être une partie 2 si j'ai d'autres questions qui viennent, si j'ai d'autres personnes qui me posent des questions en fin de séance. Oui, alors juste je voulais finir par ça. En ce moment, j'ai plein de personnes qui me demandent, qui me posent des questions sur leur guide. Ça ne m'arrivait jamais. Et maintenant, à chaque fin de séance, on me dit, ah, est-ce que tu peux me dire comment sont mes guides, à quoi sont mes guides? Alors, il y a une grande mode de trouver ses guides, leur trouver un prénom, qui sont mes guides, d'où viennent-ils. J'ai tout entendu. J'ai entendu des médiums dire qu'ils avaient des guides qui parlaient espagnol, enfin, j'ai tout entendu. Moi, je ne peux que vous dire ce que moi je ressens, d'accord? C'est pas une vérité absolue. Rien de ce que je vous dis là n'est une vérité absolue. Le principe de l'être humain, c'est d'être subjectif. Quand on est connecté au guide, comme c'est l'information des guides, généralement on est dans un peu plus d'objectivité. Mais moi, en tant que Thomas, voilà, je vous parle de mon expérience et j'ai un prisme de l'expérience, mais ce n'est pas tout le prisme.
Mais j'essaye d'être le plus lucide et le plus honnête possible. Mais on a tous nos spécialités. Il y en a, c'est pas les guides, c'est les extraterrestres. Il y en a, c'est pas les extraterrestres, c'est les défunts, particulièrement les défunts. On a tous nos trucs. Moi, je peux juste vous dire ce que je vis. Vos guides, ils en ont rien à foutre que vous connaissiez leur nom. Pour être très honnête, hein, excusez-moi, voilà. Mais vraiment, ça ne change rien. C'est des repères pour vous aider vous. Peut-être que ça peut vous rassurer si vous dites que mon guide s'appelle Claude. Pourquoi pas. Si le guide, par contre, vient et vous donne l'information, il y a sûrement un but. Et là, c'est différent, parce que ça, l'information est venue jusqu'à vous sans faire l'effort. Par contre, que vous fassiez l'effort de trouver le nom du guide, pour moi, c'est une perte de temps. Je vous dis les choses cash. Il n'y a pas besoin, moi je ne connais pas les noms de mes guides. Déjà, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les guides, oui, vous en avez depuis le début de cette incarnation, jusqu'à ce que vous mouriez, mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Ça peut bouger. Vous pouvez avoir des guides transitoires. Vous pouvez avoir un guide qui reste du début à la fin et un deuxième guide qui est là de 0 à 15 ans et de 15 ans à 18 et de 18 à 50. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez avoir un guide, deux guides, trois guides, quatre guides. Il n'y a pas de règle. Il faut voir ça un petit peu comme des médecins. Quand vous allez dans un centre de santé, si vous suivez le parcours santé et que vous commencez à faire des examens, etc., vous allez peut-être passer juste par un généraliste, mais peut-être que vous allez passer par un généraliste, et puis ensuite un ORL, et puis ensuite un chirurgien, et puis ensuite, c'est ce qui doit pour vous dans votre évolution et ce qui est prévu par là-haut. Donc ne vous fixez pas, ne réduisez pas des cases, ça veut rien dire ce que je viens de dire, ne vous réduisez pas dans des cases parce que il y a une complexité de l'autre côté, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. C'est très multiple. C'est l'infini l'autre côté, donc c'est très complexe. Mais c'est pas compliqué parce que c'est d'une logique implacable. Mais c'est complexe. Donc nous, on est à l'aveugle. On ne sait pas ce qui est prévu pour nous. On ne sait pas quelle évolution, qu'est-ce qu'on a décidé de se faire vivre, comment, pourquoi, quand. Mais eux, ils savent. Donc vous pouvez avoir un guide et ensuite passer à un autre guide. Et moi, j'ai déjà ressenti en séance des gens qui avaient des guides temporaires pendant 1 mois, qui se présentent sous la forme de femmes. C'est tout le mystère de l'existence. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui est prévu. Il y a des choses qui sont sur d'autres plans, il y a des choses qui sont connectées à d'autres vies que vous avez vécues, ou que vous vivez en parallèle, parce qu'on parle de vie passée, mais voilà. Voilà, donc ne vous fixez pas trop, ne réduisez pas, parce que si vous faites un protocole, parce que je sais qu'il y a des protocoles, où vous trouvez qu'il y a 2 guides, et que vos guides s'appellent Pierre-Paul, après, toute votre vie, vous allez vous dire, mais c'est Pierre-Paul. Oui, mais ça se trouve, il y a Jacques à côté. Et puis, si ça se trouve, c'est plus Pierre, c'est Paul et Jacques. Et puis, si ça se trouve, l'année d'après, c'est autre chose. Encore une fois, l'être humain aime le contrôle. Il aime la stabilité, il aime le contrôle. Il aime pouvoir avoir la main mise, c'est de l'ego. Hein. On aime pouvoir être en possession de moyens. Mais accepter de ne pas tout savoir, accepter que ce soit fluctuant. La seule chose que vous pouvez vous dire de manière certaine, c'est que vous avez des guides. Voilà, au minimum 1. C'est déjà bien. Donc, parlez à vos guides ou à votre guide. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de savoir qui, quand, comment il s'habille, quelle est la personnalité? Voilà, moi, c'est pas ma priorité dans la vie. Et pourtant, les guides, c'est vraiment ce que je fais. Mais c'est marrant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Maintenant, ça ne vous empêche pas de poser la question. Là, la séance que j'ai eue, on m'a posé la question. Il s'avère que c'était intéressant, la réponse, parce que ces guides étaient connectés, effectivement, à quelque chose qu'elle avait vécu dans ses vies passées. Mais au-delà de ça, bon, ça nous avance à quoi? Ça ne change pas forcément le quotidien. Par contre, de savoir qu'on a des guides qui sont là pour nous, qu'on peut leur demander ce qu'on veut. Après, on ne reçoit pas ce qu'on veut, mais on demande ce qu'on veut en tout cas.
et eux répondront en fonction de ce qui est bon pour nous et ce qui doit, bah, c'est déjà énorme de savoir ça. Voilà les amis, bon, je vais clôturer la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez d'autres, s'il y a des choses que j'ai pas couvert, s'il y a des... Voilà. Ça peut me faire gagner du temps en séance. C'est plus de temps pour vous, pour aborder vos sujets à vous. Et pour tout ce qui est pratique, pour tout ce qui est questions en live, pour tout ce qui est petits protocoles, explorer sa propre médiumnité, et ben venez si vous êtes sur Paris ou en région parisienne, venez en atelier et on explorera tout ça ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.